It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, deuxième partie de mon classement prévisionnel. On essaye de deviner un petit peu quelle équipe arrivera à quelle place dans cette conférence Ouest du coup pour l'année NBA 2024-2025 pour la saison régulière. Donc aujourd'hui, on va parler des 15 équipes de l'Ouest. On va essayer de les classer, voir un peu ce qu'il en est sur cette prochaine saison, ce qu'on peut attendre de ces effectifs en termes de victoire, en termes de progression ou régression. Bref, énormément de choses à raconter. On est dans une conférence Ouest qui, comme depuis des décennies maintenant, est vraiment stackée en termes de talent. Elle a un plancher, un niveau moyen de talent qui est vraiment plus élevé que la conférence Est, à mon sens. Et c'est ce dont on va voir aujourd'hui, ce dont on va parler. Et vous le verrez, il y aura énormément d'équipes qui peuvent truster les premières places notamment, mais qui peuvent aussi espérer aller en play-off, espérer aller en play-in. Mais j'ai dû faire des choix, j'ai dû choisir tout simplement. Et on va voir quelles équipes seront mises de côté et quelles équipes apporteront des montées en puissance assez intéressantes pour cette saison. Allons-y. Donc, comme pour la première vidéo, vous vous en doutez, on va commencer par la 15e place. Et en 15e place, j'ai décidé, avec 15 victoires pour 67 défaites, de mettre mon équipe de cœur, les Trail Blazers, les Blazers de Portland. Tout simplement, voilà, on a potentiellement le pire coach de la ligue, c'est un fait à mon sens. Chauncey Billups n'arrivera à rien avec cet effectif, ça fait 3 ans qu'il est en poste, ça pose des problèmes. Je poste ce podcast assez loin dans le temps par rapport au premier. Pour avoir vu la pré-saison, le premier match de pré-saison, il n'y a aucun effort, aucun jeu offensif qui est mis en place par ce coaching staff. Il y a vraiment des problèmes avec ce fond de jeu qui est mis en place et il y a eu des problèmes évidemment dans la construction de cet effectif. On a 3 joueurs sur le même poste, 3 joueurs de grand talent, Scoot Henderson, Anthony Simons et Shaedon Sharpe, des joueurs qui sont poste 1 ou poste 2. Voilà, Shaedon Sharpe et Scoot Henderson peuvent jouer à côté. Anthony Simons trust les 2 positions et du coup enlève ce temps de jeu, cette possibilité de progresser à ces 2 jeunes joueurs. Donc voilà, déjà il y a des transferts à mettre en place. On a aussi un Jeremy Grant qui a énormément de tickets shoot dans une équipe qui doit développer des jeunes joueurs. Ça va poser énormément de problèmes. On donne des tickets shoot aussi à n'importe qui, vous l'aurez compris. Entre Dalano Bunton qui en met encore, je crois, 15, qui a le droit de prendre 15 shoots en tout cas pendant les matchs de pré-saison, des joueurs comme ça qui n'ont pas leur place dans cet effectif aujourd'hui. On pense aussi à énormément de questions qui se posent sur le jeu intérieur. DeAndre Ayton était titulaire l'année dernière et a fait une demi-saison plutôt intéressante après le All-Star Games. On a Robert Williams qui lui aussi est un joueur jeune, très sujet aux blessures, mais qui pourrait être un bon asset ou un bon joueur à continuer à développer s'il reste en bonne santé. Et tu décides de drafter un Donovan Clingan, qui est un joueur évidemment poste 5, qui ne s'écarte pas, qui est potentiellement un très bon défenseur, mais qui a une mobilité assez douteuse. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt, sachant que ton secteur offensif, ton backcourt doit jouer vite. Avec Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Anthony Simons, tu aimerais jouer vite et je pense pas que Donovan Clingan dans cet effectif apporte ce que tu recherches. Et qu'est-ce que tu vas en faire ? C'est un pick 7, mais tu as déjà 2 joueurs sur son poste. Pas de trade, à part Malcolm Brogdon cet été, qui ont été effectifs. D'ailleurs, tu rajoutes un joueur de grand talent, et j'en suis très content, Deni Avdija sur les ailes, un joueur intelligent qui pourra relayer le backcourt en termes de création, très bon défenseur, capable de mettre ses shoots. C'est très bien, mais bon, moi, d'ici la fin de la saison, ce que je veux pour cet effectif, c'est évidemment un haut pic, mais c'est d'avoir trouvé des solutions, d'avoir trouvé une manière de jouer un peu plus cohérente, une progression évidemment de Scoot Henderson, Shaedon Sharpe qui ne soit pas blessé, et bien sûr Jeremy Grant et Anthony Simons tradés. Ça commence à devenir urgent et vraiment problématique de les voir dans cet effectif. Moi, j'aimerais bien voir un 5, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Deni Avdija, je ne sais pas, Toumani Camara.
et bien sûr un DeAndre Ayton ou un Donovan Clingan, que sais-je, avoir la saison de l'un et de l'autre, avoir le potentiel de l'un et de l'autre, mais là ça commence à être vraiment problématique, on perd du temps sur énormément de reconstruction en parallèle, et c'est rien de positif. Donc voilà. Je pense qu'on peut continuer, je pense qu'on en a assez dit, hein. Évidemment, on vise la draft, tout simplement, et on va continuer avec cette 14e place, tout simplement le Jazz. J'ai décidé de mettre le Jazz avec 22 victoires pour 60 défaites. On passe déjà un cap, hein. On a 7 victoires de plus, on a un effectif qui, lui, a l'air de vraiment être cohérent dans sa reconstruction. On ne se presse pas, il y a eu une petite erreur de parcours, à mon sens, avec Lauri Markkanen qui aurait dû être trade, et tu lui donnes un contrat important déjà, mais qui empêche d'être trade cette saison. Mais à côté de ça, on a des joueurs jeunes, un effectif qui est plein de talents jeunes, qui pourrait être très intéressant, un coaching staff et un coach en Will Hardy qui propose vraiment un fond de jeu incroyable pour une équipe aussi jeune, encore une fois. Et donc ces jeunes, parlons-en, hein. On a Keyonte George, on a Walker Kessler encore à voir s'il se fait trader, mais pour l'instant il est là. On a Cody Williams qui a été pris en 10e position, je crois. Kyle Filipowski qui peut être un des styles de cette draft. Isaiah Collier qui a lui aussi beaucoup baissé dans les mocks et qui était vu dans le top 5 et qui a finalement été pris en 29. C'est vraiment très intéressant. Taylor Hendricks qui lui aussi peut être un 3&D de grand talent, et Bryson Sabo qui pareillement peut en se développant devenir un shooter qui prend feu assez régulièrement. On a tout cet effectif là, on a l'impression aussi que Will Hardy notamment en pré-saison et pendant la Summer League a essayé de faire des 5 de jeunes qui me plaisent énormément. On a évidemment toujours Colin Sexton pour apporter un peu plus de leadership, même s'il reste jeune, ça commence à devenir un vétéran entre guillemets dans cette ligue. On a Jordan Clarkson qui sortira du banc, et on a beaucoup d'espoir de voir un effectif cohérent s'améliorer en termes de talent, pas en termes de victoire du coup, mais peut-être parce qu'on peut imaginer des trades de Jordan Clarkson et de Colin Sexton au cours de la saison pour aller chercher cette future tête d'affiche, ce futur pick 1, 2, 5, j'en sais rien, mais qui pourra entourer ces jeunes de grands talents. Mais on se pose encore la question aujourd'hui, qui sera la tête d'affiche dans 5 ans? Est-ce que ce sera Keyonte George? Est-ce qu'il en a les épaules, entre guillemets? Ça pourrait être peut-être, je ne sais pas, Cody Williams. On a quand même du mal à voir quel sera ce talent un petit peu générationnel, mais on ressent le talent, on ressent une équipe qui draft bien, qui réfléchit, qui prend son temps aussi dans sa reconstruction, et ça fait énormément plaisir. Enfin bref, passons à la 13e place avec 28 victoires pour 54 défaites, et directement, ça va peut-être en surprendre certains, j'ai décidé de parler des Spurs. On en fait des tas, on en fait des tonnes, des caisses, vous pouvez le dire comme vous voulez, on en fait des caisses sur cette intersaison des Spurs, avec un Harrison Barnes arrivé cet été, un Chris Paul lui aussi arrivé cet été, des joueurs comme ça, à mon sens, évidemment, ne te feront pas passer un cap supérieurement incroyable à cet effectif. Moi, si je leur mets 28 victoires aujourd'hui, soit presque 10 de plus que la saison dernière, c'est évidemment pour la progression de ces cadres. J'ai vraiment l'impression que Devin Vassell comme Victor Wembanyama peuvent devenir un one-two punch assez incroyable offensivement, et que Jeremy Sohan et Victor Wembanyama, encore une fois, défensivement peuvent se développer. On a aussi évidemment plus de présence de meneurs, avec un Trey Jones qui pourra jouer meneur dès le début de la saison et qui sera sûrement titulaire, ou Chris Paul le sera, mais dans tous les cas, ça peut être vraiment intéressant. On a aussi un Stephen Castle qui pourra jouer sur le poste 1, 2, 3, qui pourra alterner vraiment et se développer tranquillement. Je pense qu'il faudra encore une année de rodage et une année à tanker un petit peu, entre guillemets, pour pouvoir voir cet effectif grandir et devenir vraiment un contender futur, ou une équipe qui vise les playoffs. On ne sait pas encore ce que va donner cet effectif. Chris Paul pourra les former dans le vestiaire, pourra vraiment être une aide pour certains d'entre eux. On ne sait pas vraiment quel grand talent, quel deuxième grand talent pourra permettre à cet effectif de passer un cap. Chaque équipe a plusieurs All-Stars
en haut de l'Ouest, entre guillemets, ou en tout cas ont des joueurs, des lieutenants de grands talents, à voir si Keldon Johnson, Jeremy Sohan, Devin Vassell pourront devenir un de ces talents, ou Stephen Castle évidemment, mais pour l'instant j'ai quand même des doutes sur cette troisième option de grands talents qui manque à côté de Victor. On va voir si avec cette année ça se développe et on a plus de réponses à nos questions, ou s'il faudra aller la chercher à cette draft-là, potentiellement dans le top 5. Mais je pense pas qu'un Chris Paul de 38 ans, 39 peut-être même, et un Harrison Barnes qui posait énormément de questions du côté des Kings te fasse miroiter, je ne sais pas, une 6e place à l'Ouest. Ça, c'est sûr que non. Donc oui, une 13e place, pour moi, c'est déjà donné. On verra une saison énorme de Victor Wembanyama, je le crois, peut-être même sa première étoile de All-Star, mais ce sera peut-être le seul point positif dans cette course au play-in qui, pour moi, n'arrivera peut-être jamais cette année. Enfin bref. Continuons avec la 12e place. Et là, déjà, je vais perdre certaines personnes. Je pense que déjà, avec les Spurs, c'était compliqué. Mais j'ai décidé de mettre en 12e place les Clippers. Les Clippers ont fait potentiellement une intersaison, la pire intersaison de la NBA. On a le départ d'un Paul George, évidemment. On a des arrivées assez incertaines. Déjà, un Kevin Porter Jr. qui ne devrait pas avoir de contrat en NBA. Un Kai Jones qui, en FIBA, a montré de belles choses, mais qui reste quand même un joueur avec certains problèmes mentaux. On s'en souvient à Charlotte, ça pose énormément de questions. Et un Derrick Jones Jr. qui pourrait être la plus belle signature de cette intersaison, qui est un joueur 3&D, mais surtout D, assez intéressant. Mais voilà, ça manque quand même d'une certaine... d'une certaine option au final offensive. On a des joueurs un petit peu gadget sur tous les postes, des 3&D assez intéressants, mais tu comptes du coup sur un James Harden et un Kawhi Leonard qui sont la H24 et qui sont potentiellement encore dans leur prime, ce qui n'est pas du tout certain. Évidemment, on va regarder le retour de Nicolas Batum parce que voilà, ça sera ses dernières saisons et c'est important de donner de la force à nos joueurs français, mais aussi de voir un joueur qui a passé peut-être, je ne sais pas, 15 ans à NBA, voir ses dernières saisons, ça peut être tout à fait intéressant. Je regarderai aussi la progression potentielle de Terrence Mann, qui pour moi peut être vraiment très intéressante. Pareil pour Amir Kofi, qui est un joueur un petit peu de geek que j'apprécie beaucoup. Mais à côté de ça, j'ai quand même du mal à voir Kawhi Leonard enchaîner 2 saisons à 70 matchs et un James Harden de 35 ans devenir cette espèce de leader. En fait, je ne vois pas d'où peut venir la surprise. Je sais que c'est un effectif qui se connaît, un effectif qui a des bases saines, qui aura une défense qui existera, qui est capable de shooter. On aura un Norman Powell aussi qui sortira du banc ou pourra être titulaire. Ça peut être très intéressant. Mais à côté de ça, je ne sais pas où mène cet effectif. Je pense vraiment que c'est une des dernières années où cet effectif sera comme il l'est. Peut-être qu'on aura un transfert effectif, peut-être qu'on aura l'arrivée d'une nouvelle star, mais je trouve ça très décevant. C'est pour ça que je leur mets que 36 victoires et je pense tout simplement que c'est une année de transition assez particulière avec d'énormes enjeux pour les Clippers. Bref, continuons avec cette 11e place et directement, j'ai décidé de mettre aux portes du play-in les Warriors. Et là, encore une fois, ça pose question. On parle vraiment de franchises qui ont l'habitude des sommets de l'Ouest, entre les Clippers et les Warriors sur ces 10 dernières années. Mais je pense que là aussi, on parle d'une équipe en transition, une équipe où un Andrew Wiggins a perdu son papa récemment, qui a eu des gros problèmes mentaux sur les dernières années. On a eu le départ de Klay Thompson. On a vraiment du mal à cerner Draymond Green qui pète de plus en plus de plomb quotidiennement. On a eu des bonnes arrivées, mais des arrivées de joueurs mineurs en Buddy Hield, Kyle Anderson potentiellement, je ne sais pas, DeAnthony Melton et effectivement aussi, mais qu'attendre de cet effectif? On attend que les jeunes joueurs passent un cap, les Moses Moody, les Brandon Podziemski et les Jonathan Kuminga, et je pense qu'ils sont capables de passer ce step-là. Je pense que Stephen Curry sera encore un joueur d'immense talent et sera toujours dans son prime l'année prochaine, mais je pense qu'on ne peut pas compter sur des joueurs de 22 ans, 21 ans pour te faire sortir de cette guerre de l'Ouest, sachant ce qu'a montré Steve Kerr sur les dernières années et cet effectif, comment il joue. J'ai aussi du mal à comprendre quel sera le 5 pour cet effectif. On parle quand même
d'un 5 avec Draymond Green potentiellement sur le poste de pivot ou un Tracy Jackson Davis. Je trouve ça assez faiblard l'un comme l'autre, tout simplement parce que Draymond Green est un poste 4 et il faut le considérer comme tel. Jonathan Kuminga devrait être resté le poste 4 ou le poste 3. Et pareil, là, ça me pose énormément de questions de spacing. Donc, peut-être qu'on peut compenser ça avec un Buddy Hield dans le 5 à côté d'un Stephen Curry. Mais bon, défensivement, là aussi, ça me pose énormément de questions. Cet effectif est incomplet. Cet effectif n'a pas trouvé sa deuxième meilleure option. À voir si c'est Podziemski potentiellement. Mais je pense qu'on peut avoir une saison de transition, récupérer potentiellement un bon pic et redémarrer un petit peu pour les dernières années de Stephen Curry ou potentiellement faire une grosse signature parce que là, au moins cette année, on dépense beaucoup moins d'argent avec le départ de Klay Thompson, tout simplement. Enfin bref, voilà. Déjà, il faudrait que j'arrête de dire enfin bref à chaque équipe que j'analyse. Mais on va continuer avec le début du play-in. Et pour ce début du play-in, j'ai décidé de mettre une équipe qui en a l'habitude, une équipe qui vraiment trust ces places-là depuis des années maintenant, les Lakers de Los Angeles. Et là, tout simplement, on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de vous dire, en espérant que Jared Vanderbilt soit sur deux jambes, en espérant qu'Anthony Davis nous fasse la même saison que l'année dernière, en espérant que l'ajout de Dalton Knecht soit un ajout de qualité, ça peut se faire, évidemment, et en espérant tout simplement avoir un bon tirage pour le play-in et pour les potentiels playoffs pour peut-être passer un tour. Mais excusez-moi, j'ai vu les limites d'un backcourt D'Lo, Austin Reeves. Je ne vois pas dans quel monde ça peut être vraiment performant. Rui Hachimura est un joueur de talent, j'aime bien le front court, mais j'ai l'impression que cet effectif se perd aussi dans le sens où il voudrait retrouver un 5, un nouveau pivot, alors que leur front court est plutôt très intéressant. LeBron James, Anthony Davis, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, c'est pas mal. Et quoi qu'on en dise, pour moi, Anthony Davis est un poste 5. Il faut arrêter de voir ça autrement. Ce qui manque à cet effectif, c'est tout simplement un poste 1, un poste 2, un back court, en gros, de grande qualité, que ça soit offensivement, défensivement, dans la connexion entre tous. Et je trouve que ça manque énormément de ce talent-là. Et ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Donc bon, on verra ce que ça donne. On a aussi l'arrivée de Bronny James. Ça fera une belle histoire pour la saison de jouer avec son père, même si je pense qu'on ne le verra pas beaucoup et qu'il sera énormément critiqué. Non, je pense que cet effectif va truster la 10e place avec 44 wins pour 38 défaites. Pas ouf, mais voilà, ça fait des années maintenant qu'on le dit, énormément de mauvaises erreurs sur les années précédentes qui se payent aujourd'hui. Un LeBron James qui re-signe pour 2 ans un contrat juste pharaonique. Je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Évidemment, tu prends le plus gros contrat qu'on te propose, mais quand on voit certains joueurs faire des efforts pour leur effectif et que LeBron James ne daigne même pas prendre moins que le super max, je trouve ça assez problématique, surtout au vu de ce qu'il donne en défense en saison régulière. Mais bref, cet effectif me fera peut-être mentir, mais pour le coup, je placerai vraiment ma maison sur le fait que ça ne passe pas un tour de play-off. Bref, on va aller sur la 9e place directement. De toute façon, ces Lakers-là sont connus de tous. Pour la 9e place, tout simplement, j'ai décidé de vous parler des Pelicans. Pour moi, les Pelicans seront aussi une équipe qui vont truster tout simplement le play-in. Pourquoi ? Eh bien, l'effectif de l'année dernière n'aurait jamais dû se retrouver en play-in. C'était un effectif de play-off. Ils ont été 5e tout le long de la saison et ils n'ont eu aucune chance à l'arrivée des play-offs. Ils ont fait évidemment de mauvais matchs qui les a fait descendre. À côté de ça, on a les Suns qui ont énormément progressé sur la fin de saison. Et bien sûr, l'apothéose de tout ça, c'est la blessure de Zion Williamson. T'as décidé de te renforcer et pour ça, t'as décidé de recruter un joueur, en tout cas de trade un joueur en la personne de Dejounte Murray. Ça peut être intéressant, mais je n'y crois qu'à 20% entre guillemets. Je crois que j'avais déjà fait un podcast sur le sujet. Je pense que Zion Williamson, Brandon Ingram, ensuite, on a Dejounte Murray, CJ McCollum et du coup, d'après les dires de certains, en 5, on aurait Herb Jones. Ça pose déjà énormément de problèmes de spacing, de taille sur certains postes, notamment le poste 5 et sur son backcourt. On rappelle que Dejounte Murray, ça fait bien longtemps que ce n'est plus un excellent défenseur et CJ McCollum sur un poste 2.
Il faut arrêter le test. Hein. Ça fait 10 ans qu'il faut arrêter. Sur un poste 1, ça se joue. Ça dépend l'effectif que tu as en face. Mais c'est très problématique. On a aussi le départ potentiel de Brandon Ingram qui se précise 2 jours en jour. Donc on verra bien, mais on verra bien déjà ce que les gens vont récupérer. Mais au final, ça pourrait être une solution qui te fait gagner plus de flexibilité, mais aussi potentiellement plus de matchs. On aura une sorte de Zion dépendance, certes. Espérons qu'il soit sur ses 2 jambes. Mais si on arrive à placer autour de lui des 3&D, donc je ne sais pas, un effectif avec Dejounte Murray et Zion Williamson, entouré de Herb Jones, entouré de Trey Murphy, Jordan Hawkins, pourrait être beaucoup plus intéressante pour laisser plus d'espace évidemment à Zion pour pénétrer. On pourrait l'essayer sur un poste 5 aussi. Mais qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas du tout convaincu de cet essai-là. Déjà, je pense qu'il manque un poste 5 de métier, même si on a la draft d'Yves Missi, il est très 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 jeune. Et bien sûr, Dejounte Murray, pour moi, a besoin du ballon, est un joueur de pénétration assez intéressant avec des pourcentages au tir qui peuvent être assez suspects parfois. Et Zion Williamson, je ne suis pas sûr c'est que ce soit ce genre de meneur dont il ait besoin. Mais je laisse le bénéfice du doute. Peut-être que ça matchera mieux qu'avec un Brandon Ingram. Mais pour moi, c'est encore une saison de transition avant potentiellement quelques signatures qui te feraient passer 3 caps. Et j'y crois. J'y crois sur, pas cette saison du coup, mais sur 2-3 ans, je pense que cet effectif peut être vraiment dangereux. Bref. Passons à la 8e place. Cette 8e place avec 47 victoires et 35 défaites en égalité d'ailleurs avec la 9e place, ce sera pour moi les Kings. Les Kings de Sacramento. Et comme vous l'avez vu, 47 victoires, tu te retrouves en play-in, ça fait un petit peu chier, il faut pas se mentir. Je pense que cet effectif, et je ne vais donc pas être négatif avec, sera bon. Sera très bon. Je pense que DeMar DeRozan, et on l'a vu aussi en pré-saison, on sait quel genre de joueur il est, pourra vraiment apporter énormément de talent à cet effectif des Kings. Je pense aussi que voir un DeRozan en 2e option offensive, voire 3e option par moment avec Domantas Sabonis, c'est totalement ce qu'il faut pour sa carrière. Il aurait dû avoir ça bien plus tôt. Il a toujours été en fait la première option partout où il a été. Et c'est ça qui posait problème à mon sens parce que DeRozan n'est pas cette superstar qui te fait passer des caps. Mais je trouve cet effectif bien construit. Peut-être un manque de spacing légèrement, mais en fait, il y a un tel talent collectif, une connexion entre les joueurs et énormément de talent au scoring que ça peut compenser ce manque de 3&D tout simplement. On a donc De'Aaron Fox sur un poste 1, Keon Ellis à côté de lui qui demande très peu la balle et qui peut compenser certaines lacunes défensives. On a DeMar DeRozan sur un poste 3 qui est un défenseur capable. Il faut arrêter de le faire passer pour autre chose. Mais peut-être que tu perds un peu en défense. Mais à côté de ça, tu gagnes énormément en talent tout court pour te faire gagner des matchs, pour être clutch, etc. Non, moi, j'apprécie déjà ces 3 postes qui peuvent faire passer énormément de caps à cet effectif. On verra ce que donne Keegan Murray sur une 3e année. Il faut que ce jeune joueur progresse aussi pour pouvoir rêver d'autre chose qu'un premier tour de play-off. Et bien sûr, un Domantas Sabonis en 5. Je pense que ça va gagner énormément de matchs. Ça va se battre, ça va faire un premier tour de play-off. S'il y a des blessures, sur un coup de chance, ça peut passer un tour. Il faudrait une saison, tout simplement, une sorte de transformation de De'Aaron Fox en Brunson, en Scafé Brunson. Et là, tu peux compter sur autre chose. Ou Keegan Murray qui deviendrait, je ne sais pas, une sorte de Paul George, une sorte de Klay Thompson du poste 3-4. Mais sinon, cet effectif est condamné au premier tour de play-off. Mais je pense que déjà cette année, ils vont y aller, contrairement à l'année dernière, qui fut un échec un petit peu certain. Bref. Allons-y sur la 7e place, la dernière place de play-in, en tout cas la première place de play-in entre guillemets. Et là, avec 49 victoires et 33 défaites, j'ai tout simplement décidé d'attribuer cette place aux Suns. Ces Suns-là, je me pose énormément de questions, vous pouvez vous en douter. Je pense que déjà l'arrivée de Tyus Jones pour quasiment rien est une vraie opportunité. L'arrivée aussi d'un Ryan Dunn en tant qu'ailier, c'est un rookie, donc on va pas en faire des tonnes, mais c'est très intéressant, ça manquait énormément à cet effectif.
mais à ce que veut tenter, même si voilà, j'aime énormément cet entraîneur Mike Budenholzer, je ne sais pas exactement ce qu'il veut tenter, mais ça me pose énormément de questions. On a Tyus Jones sur un poste 1, Bradley Beal à côté de lui, Devin Booker en 3, KD en 4 et Yusuf Nurkic en 5, avec un banc de joueurs un petit peu gadget, quelques trendy, mais voilà, c'est très léger, donc très peu de bancs. Et des 5 joueurs de cet effectif qui ne jouent limite pas à son poste, avec un effectif un petit peu sous-dimensionné sur ses ailes, ça va poser énormément de problèmes. À voir, et je pense qu'il y aura une progression certaine, que ce soit offensivement ou défensivement, mais je pense qu'il y a aussi d'autres équipes au-dessus qui s'améliorent énormément. Donc à voir ce que ça donne, mais je pense que vraiment on n'aura pas de surprise colossale de la part de ces Suns, tout simplement. Je pense vraiment que Kevin Durant, en fait, on aura une copie de la saison dernière avec peut-être plus de progrès dans le jeu pur, mais pas en termes de victoire. J'ai quand même du mal à le voir, et on a énormément encore de questions sur Bradley Beal à voir potentiellement. Je pense qu'en fait, s'il se blessait ou s'il ne jouait pas, cet effectif serait plus cohérent avec un Grayson Allen dans le 5 plutôt qu'un Bradley Beal. Moi, je le ferais sortir du banc, mais tu payes un joueur 50 millions l'année pour le faire sortir du banc, c'est quand même le plus gros échec de ta carrière. Bref, voilà pour cette fin de play-in, tout simplement. Bref, pour ces places directement en play-off, cette 6e place, j'ai décidé de parler des Grizzlies. Étonnant tout simplement parce qu'ils jouaient le tank l'année dernière. Je pense vraiment que cet effectif a pâti des blessures, on peut tous se mettre d'accord là-dessus, mais il y a énormément de talent, et je me souviens aussi des dernières années des Grizzlies, de Memphis, ce laboratoire du jeu, cette jeune institution qui avait énormément de caractère, énormément de talent, alors qu'ils étaient tous extrêmement jeunes. Je pense qu'on peut les retrouver cette année. On a toujours Ja Morant, évidemment, Desmond Bane, Marcus Smart qui pourra jouer sur un poste 2-3 ou en sortie de banc, Gigi Jackson qui s'est blessé malheureusement, mais qui pourrait être une des révélations aussi de cette deuxième année, déjà que sa saison rookie était énorme. Luke Kennard pourrait se passer un peu le terrain, évidemment. J'ai énormément aussi d'attentes sur le retour de Brandon Clark. On pourra avoir des joueurs qui se révèlent quand Santi Aldama, Laravia, un Jaren Jackson sur le poste 4 évidemment. Et enfin, on a un joueur, Vince Williams Jr., qui l'année dernière a fait une saison énorme alors qu'il n'y avait aucune attente. C'était un petit peu leur rayon de soleil. Et bien sûr, la draft de Zach Edey sur un poste de pivot. Je pense que déjà, au terme de coaching staff, en termes de talent, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et Ja Morant te permettent de pouvoir viser les playoffs automatiquement, mais en ajoutant des assets comme Marcus Smart, Gigi Jackson, même des Scottie Pippen Jr., des Zach Edey, je pense que tu as ces soldats qui te permettent de passer ce dernier step. Et évidemment, j'ai un petit doute sur le profil de Zach Edey. Pour moi, c'est un effectif qui doit jouer assez vite. Tu as un Ja Morant qui peut courir en contre-attaque, et tu as un Zach Edey qui, lui, s'il veut performer, doit jouer totalement en demi-terrain, qui doit jouer assez lentement, avec une pace peu élevé. Je ne sais pas si ça se fera, mais je pense que ce joueur est assez intelligent pour s'adapter, et que de toute façon, on a un autre joueur assez dynamique sur le poste 4-5, en la personne de Brandon Clark, qui s'associe déjà très bien avec Jaren Jackson Jr. Donc voilà, cette profondeur me dérange un petit peu, mais je trouve qu'on est vraiment stacké sur les ailes, sur le poste 2-3, avec Vince Williams Jr., même sur le poste 4, si Gigi Jackson, on le fait jouer un petit peu avec des joueurs surdimensionnés pour lui. Je pense vraiment que cet effectif a énormément de choses à prouver. Je me souviens bien des 5 matchs de retour de Ja Morant avant qu'il se reblesse, ce que ça a donné. On a eu une saison entière de Jaren Jackson qui peut tester des choses offensivement. On a vu ses limites, mais on connaît mieux le joueur que c'est et lequel il va devenir. Et de la même façon, Desmond Bane, aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est un All-Star. Donc on part d'un effectif qui a 2 Deep-Boy, 2 anciens Deep-Boy, qui peut avoir 2 All-Stars, voire 3 avec Jaren Jackson Jr. Ce problème de poste 5 ne permet pas de dire que cet effectif ne va pas performer la saison prochaine. Si tout le monde est sur ses cannes, je pense vraiment qu'ils peuvent surprendre énormément. Et au final, pour les Grizzlies, 51 victoires, on l'a déjà vu dans les années précédentes. Et je pense qu'en termes
de talent pur, ils se sont renforcés. En termes de joueurs d'expérience, ils en ont énormément perdu et pâti, mais en espérant que ces jeunes-là, ce talent-là qu'ils ont récupéré, puissent se développer de sorte que dans 2-3 ans, en fait, ils se retrouvent avec des talents à chaque poste qu'ils n'ont jamais eu potentiellement dans leur histoire. J'ai énormément confiance, effectivement, aussi en leur coaching staff, en ce qu'ils peuvent faire depuis des années. Je pense que leur coach aurait dû être déjà coach of the year il y a 2 ou 3 ans, excusez-moi, je sais plus exactement, mais je pense vraiment que cet effectif qui se connaît sur le bout des doigts, même Marcus Smart a eu 1 an avec cet effectif, même s'il était énormément blessé, ils peuvent surprendre tout le monde. Ils peuvent tout simplement surprendre tout le monde. Et puis, regardez un petit peu les athlètes. Ja Morant, Desmond Bane, Gigi Jackson et Jaren Jackson Jr. C'est pas mal, voilà. On va le dire comme ça, c'est pas mal. J'ai effectivement énormément d'attentes sur Gigi, vous l'aurez compris, même si je sais qu'il ne sera pas là au début de la saison. Mais je pense vraiment que cet effectif n'a pas besoin de lui, même pour tourner, en fait. Ils peuvent progresser dès cette année et peut-être d'ici 1 an ou 2 être de véritables contenders pour un titre NBA. Je suis très sérieux là-dessus. Bref, cette 6e place est actée, du coup. Je ne sais pas si elle fera beaucoup jaser. Pour moi, c'est assez logique qu'un effectif mieux construit avec des joueurs plus jeunes et talentueux soit devant des effectifs comme les Pelicans, les Lakers, les Warriors, etc. Mais peut-être que vous direz le contraire et je suis prêt à entendre toute remarque. Bref, continuons avec cette 5e place. Cette 5e place où j'ai mis 52 victoires pour 30 défaites. Et on repart. On repart sur des joueurs, des effectifs qui vont faire jaser, ou en tout cas des choix de classement qui vont faire jaser. J'ai pris le pari aussi que on tourne une page un petit peu sur sur l'ancienne garde et que cette nouvelle garde prenne le relais. Et pour moi, une des équipes qui représente le mieux cette nouvelle garde, c'est les Rockets. Et c'est pour ça que je les ai choisis en 5e place. On a un effectif avec Alperen Sengun, Jalen Green, Steven Adams, Rich Shepard, Dylan Brooks, Fred VanVleet, Amen Thompson, etc. Tari Eason, évidemment, Jabari Smith, etc. Je pense vraiment qu'on peut attendre de cet effectif s'ils arrivent à s'organiser sur qui est la première option, qui est le leader de cet effectif entre Jalen Green et Alperen Sengun. Tout simplement, on peut s'accorder sur le fait que cet effectif pourrait surprendre énormément de personnes. Je crois qu'ils ont compris énormément de choses. J'avais déjà fait une vidéo où je disais qu'au final, la meilleure équipe, la meilleure version de ces Rockets, c'est quand ils couraient sans Alperen Sengun ou Jalen Green et pouvaient lâcher un petit peu les chevaux. Et Cam Whitmore, Amen Thompson, pareil, pouvaient jouer en transition et ne pas trop réfléchir. Au final, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu écouté parce qu'apparemment, Alperen Sengun aurait perdu énormément de poids pour être de plus en plus mobile et pour pouvoir courir tout simplement. On ajoute à ça l'arrivée d'un Rich Shepard qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de cette draft, qui pourrait être Rookie of the Year, qui est un des meilleurs shooters et potentiels créateurs de cette QV. On aura le développement évidemment de Cam Whitmore, Amen Thompson et Jabari Smith, peut-être une star entre ces trois-là. Fred VanVleet et Dylan Brooks pour cadrer un petit peu tout ça avec Steven Adams qui n'est pas le dernier des cadres, on va dire, de cette ligue quand même. C'est pas quelqu'un avec qui tu as envie de t'embrouiller. Bref, moi j'ai énormément d'attentes. Je serais énormément déçu d'une deuxième saison fin de play-in, 11e place, avec un Jalen Green qui n'arrive toujours pas à trouver sa place. Il ne faut pas que ça arrive, il faut vraiment que Ime Udoka, le coach de cet effectif, arrive à le mettre dans les meilleures dispositions, parce que je sais que le meilleur joueur de cet effectif est Alperen Sengun, mais est-ce que tu as envie qu'Alperen Sengun soit ton meilleur scoreur ? Ça, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un petit peu comme les Celtics. Des fois, tu préfères que Jaylen Brown soit ton meilleur scoreur, mais que Jason Tatum ait le plus de passes décisives, le plus de rebonds, le plus d'interceptions, ce genre de choses. Je pense qu'il faut copier un petit peu ce modèle, même si c'est des joueurs totalement différents, avec Jalen Green et Alperen Sengun. Mais je pense vraiment qu'on va avoir une saison d'Alperen Sengun qui était déjà au bord d'être All-Star l'année dernière. Cette fois-ci, il le sera. Je pense que Jalen Green a montré qu'il avait
voilà, qui n'était pas un sixième homme ou ce genre de joueur, non, qui peut être une star s'il est mis dans les bonnes dispositions, une superstar. Et autour de ça, il y a tellement de talents et de jeunes à développer, puis pas des jeunes, des jeunes inconnus, non, je parle vraiment de jeunes qui peuvent devenir des stars dans leur rôle, qui peuvent devenir des joueurs d'importance dans cette ligue. Tari Eason est déjà un leader à son âge, Jabari Smith montre des choses et une progression chaque année qui est impressionnante. Amen Thompson est juste un alien dans cette ligue, physiquement et dans son style de jeu, et Cam Whitmore, s'il apprend à faire des passes, peut devenir un joueur à 24 points de moyenne, j'y crois. Donc oui, cet effectif des Rockets va progresser, et pour moi, une 5e place, c'est tout à fait entendable. Tout à fait. Voilà. On va rentrer un petit peu dans tout ce que j'appellerais les contenders. En tout cas, les équipes qui pensent sérieusement à aller en finale de conférence. Le top 4, tout simplement. Et pour rentrer dans ce top 4, j'ai décidé de vous parler tout simplement des Timberwolves. Je vais pas m'éterniser 1000 ans dessus, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet. S'ils sont 4e, je vous avoue qu'ils ont descendu du fait de la présence de Julius Randle à la place de 4. Pour moi, ce fut une erreur colossale, vous l'aurez entendu dans mon ancien podcast. Ils se ferment une fenêtre pour le titre parce qu'ils peuvent tout simplement plus battre les Nuggets, en tout cas plus difficilement. Et on sait que ça a été en 7 matchs l'année dernière, donc je vois pas comment ils feraient cette année. À côté de ça, on aura la progression d'un Anthony Edwards encore qui va vraiment devenir l'un des meilleurs joueurs de la ligue. On a la draft de Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr. que j'apprécie énormément. On verra ce que donne Jaden McDaniel avec une année de plus, Naz Reid avec un plus gros rôle. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que si Julius Randle ne se retrouve pas dans les plans, tu peux avoir une sorte de Karl Anthony Towns bis avec Naz Reid sur un poste 4 titulaire. Évidemment, ce n'est pas les mêmes joueurs, pas le même talent, mais je pense vraiment qu'une sorte de 2 tours de contrôle, de 2 tours jumelles comme ça peuvent être très intéressants. Donc non, j'ai confiance en cet effectif pour être performant. On a l'arrivée aussi de Donte DiVincenzo, qui est un des plus gros dogs de cette draft, et Julius Randle est un joueur quand même en 22 points, 10 rebonds chaque saison, même c'est mauvaise. Donc on va pas commencer à critiquer le joueur, mais je pense qu'en seconde option, on a déjà vu que Julius Randle en play-off, ce n'était pas viable. Et là, il revient pour être deuxième option. Ce ne sera pas Jaden McDaniel ou Rudy Gobert. Donc, ça me pose énormément de questions. Et évidemment, une année de plus pour Mike Conley. Si Rob Dillingham n'est pas prêt à prendre ce rôle ou s'il ne peut pas le relayer en sortie de banc efficacement, on aura énormément de problèmes sur le poste 1, qui est le poste le plus primordial, entre guillemets, de la NBA. Donc voilà, une année assez particulière, ils économisent énormément d'argent, mais je pense que c'est un choix qu'ils regretteront, même pour la culture. C'est peut-être le 2e meilleur joueur de l'histoire des Wolves qui est parti cet été. Donc un petit peu triste quand même, voilà. Un petit peu triste pour eux, pour l'image que ça renvoie à Anthony Edwards, etc. Mais on va continuer parce que ça fait déjà peut-être plus de 40 minutes que je parle de ces équipes de l'Ouest. C'est très intéressant, mais je pense qu'il faut conclure. Et donc, on va continuer avec cette 3e place. Et pour cette 3e place, avec 56 victoires pour 26 défaites, j'ai décidé de parler des Nuggets. Les Nuggets ont perdu KCP cet été, ont fait une mauvaise intersaison. Ils ont récupéré Westbrook. J'apprécie énormément le move. Je pense qu'il peut choper encore un nouveau rôle en sortie de banc, de connecteur, de deuxième créateur avec Nikola Jokic ou Jamal Murray. Non, je pense que ça va bien matcher. Je pense qu'ils ont moins de profondeur. Ils comptent un petit peu trop, entre guillemets, sur la progression de joueurs comme Christian Braun, comme Julian Strouter ou ce genre de joueurs. Mais on ne sait jamais. Déjà, comme je l'ai dit, la plus grosse étape à passer et l'effectif qui était construit pour les battre n'existe plus en la personne des Timberwolves. Je pense que de toute façon, ils ont toujours le meilleur joueur de la ligue. Si Jamal Murray à côté est en forme et cet effectif arrive à connecter avec un Christian Braun qui sera titulaire, il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas les finales NBA, tout simplement. Je mise une très très grosse pièce sur les Nuggets de cette année, parce que l'année dernière, je pense que c'était un faux pas qui était un faux pas, tout simplement. Je pense que Westbrook donnera à cette équipe une mentalité encore plus forte. Je pense vraiment qu'avec la présence de Westbrook et bien sûr de Nikola Jokic, t'as dans le même effectif
deux top 5 leaders de cette ligue. Donc pour moi, Denver a vraiment une carte à jouer, même s'ils se sont un petit peu perdus. Ils ont perdu un joueur d'importance de leurs 5. Je ne pense pas que Christian Braun pourra le remplacer au pied levé cette année, mais je pense que la concurrence, vu la construction de cet effectif, sera moins forte que l'année dernière et que ça peut leur laisser une place pour jouer le titre, ou en tout cas aller en finale de conférence cette année. Ça, c'est une certitude. Ça doit être même un minimum requis. Bref, voilà, il y a très peu de choses à dire d'autres. J'attendrai un petit peu d'évolution de plusieurs joueurs, comme je l'ai dit, de Peyton Watson et de Christian Braun. Je suis très curieux du jeu que pourrait proposer un Jamal Murray à côté d'un Russell Westbrook. Ça me pose énormément de questions, mais au pire, s'ils ne jouent pas à côté, ils se relayeront et ça pourrait être tout à fait aussi efficace et même plus très dévastateur, à mon sens. Bref, on va rentrer directement avec cette deuxième place et là on parle vraiment d'équipe. De toute façon il en reste 2, donc ça va être plus dur de cacher qui est deuxième et qui est premier après ça, mais on rentre vraiment dans des équipes qui doivent viser le titre l'année prochaine. C'est le titre ou rien à mon sens, des équipes qui n'ont plus à attendre, même si certains diront le contraire. Je parle déjà pour la deuxième place avec 56 victoires pour 26 défaites en égalité avec les Nuggets. Je parle des Mavericks. Ils sortent d'une finale NBA. On sait que c'est compliqué de faire le doublé, de retourner en finale 2 années de suite. Je pense que Luka Doncic est le genre de joueur, à pouvoir retourner en finale NBA 2 ans d'affilée. Il est relayé par un Kyrie Irving qui connaît le chemin, par un Klay Thompson qui connaît le chemin, un Derek Lively qui sera en 2e année, et évidemment un effectif qui s'est étoffé à mon sens. Najee Marshall sur les postes 3 peuvent être très intéressants. Quentin Grimes aussi en termes de défenseur, ça pourrait être énorme. Une année de plus pour Jaden Hardy et évidemment PJ Washington qui aura une année complète pour se fondre dans le moule de ce groupe. Et bien tout simplement, on a un effectif qui est cohérent, qui est bien construit, avec des stars. Klay Thompson, on verra quel rôle il aura, j'ai des doutes sur sa présence, mais je sais que Luka Doncic, Kyrie Irving et Derek Lively peuvent être des joueurs qui t'emmènent très très loin à l'ouest, et j'attends de voir ça. Je pense vraiment que le minimum requis pour cet effectif, c'est de retourner en finale NBA. Je pense aussi qu'ils ont pris énormément d'expérience. Peut-être que Luka Doncic sera moins blessé, et il faut qu'il entretienne ce corps pour aller loin en play-off. Et tout simplement, j'ai confiance en énormément d'aspects. J'aime vraiment le relais Luka Doncic, Kyrie Irving, quand c'est la création, le scoring, etc. C'est vraiment très intéressant. J'ai des doutes parfois sur Jason Kidd, sur énormément d'aspects de son jeu ou de ses décisions, mais il faut pas se mentir. Les 2 dernières séries de playoffs, ou en tout cas les 2 dernières playoffs cette année, il y a 2 ans, auxquelles il a participé, Jason Kidd, comme son effectif, a été énorme. Donc, je n'attends pas moins des Mavericks qui doivent être contenders, voire des favoris au titre cette année. Bref, on va arriver sur le top 1 tout simplement de cette conférence Ouest pour moi en 2025, et vous l'aurez deviné si vous avez suivi un petit peu ce podcast et de quelle équipe on parlait. Je parle évidemment d'OKC. OKC, donc eux aussi en la personne de Shai Gilgeous-Alexander, comme les Mavericks ou les Nuggets, ont un prétendant très très sérieux au MVP, et ils ont potentiellement 2 lieutenants très jeunes, mais 2 lieutenants avec un talent déjà exceptionnel en année 2 et en année 1 pour l'un et l'autre, en la personne de Jalen Williams et de Chet Holmgren. J'adore, et je pense que le développement de ces 2 gars cette saison sera colossal. On verra tout simplement des joueurs différents, des joueurs d'un tout autre niveau. Je pense particulièrement à Chet Holmgren qui en année 2, on sait que c'est l'année de la progression. Jalen Williams, on sait déjà ce qu'il donne un petit peu sur un terrain, il est quand même un petit peu plus vieux, je crois qu'il a 23 ans, mais je pense vraiment qu'on peut avoir une équipe avec 2 à 3 All-Stars, et entouré de ça, des ajouts de qualité. Alex Caruso, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. On a toujours Lou Dort, qui est lui aussi un des meilleurs défenseurs de la ligue, qui en plus de ça a joué cet été avec le Canada de Shai Gilgeous-Alexander. On a toujours ces shooters à 3 points un petit peu fous, Isaiah Joe, Aaron Wiggins et bien sûr Cason Wallace,
qui en plus, on peut statuer sur le fait que ce n'est pas simplement un shooter, hein, que c'est un bon défenseur, un joueur intelligent avec un énorme potentiel aussi. À côté de ça, je pense vraiment qu'on peut avoir un effectif quasiment complet. On a l'arrivée d'un Dillon Jones qui était dans la même fac que... Enfin, dans la même fac, pas au même moment, mais que Damian Lillard, qui est un joueur très très particulier, une sorte de profil de pivot d'1m98, très tanké. Enfin bref, le genre de joueur que le Thunder aime bien développer. On a évidemment, même s'il sera en année blanche, Nikola Topic, mais qui pourra apporter une certaine expérience et peut-être revenir en fin de saison. Tu as mis un certain pactole aussi sur Isaiah Hartenstein pour jouer à côté de Chet Holmgren ou le remplacer, qui est un pivot qui sait passer la balle, qui est une force assez impressionnante à l'intérieur et qui a un athlétisme assez sous-coté à mon sens. Non, vraiment, tu as de quoi faire sur tous les postes et de toutes les façons possibles. Tu as des joueurs qui ont entre 25 et 21 ans qui vont se développer tout au long de la saison et qui jouaient déjà l'année dernière le titre, finalement. Ils ont perdu contre les Mavericks en 6 matchs, mais ça aurait pu aller en 7 matchs contre des Mavericks qui iront en finale NBA. Ils étaient impressionnants. Shai Gilgeous-Alexander a sorti une saison à 31 points de moyenne. Pour moi, leur expérience a été faite l'année dernière, et maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Parce que la NBA va très vite, la NBA ne t'attend pas, et même si cet effectif est jeune, il faudra payer un certain nombre de joueurs à un moment donné. On sait qu'OKC a déjà eu du mal dans son histoire à faire ça, donc c'est l'année où il faut vraiment tout donner pour avoir ce titre NBA. Ce qui pourrait être énorme pour une franchise qui a eu des joueurs comme Kevin Durant, comme Westbrook, comme James Harden, comme Paul George, etc., etc. Mais il faut vraiment que cette année, cet effectif ne se repose pas sur ses lauriers, parce que vu leur profil, vu leur manière d'être construit, ils peuvent vraiment embêter des équipes à l'est, comme les Celtics, comme les Knicks, qui se présentera en finale NBA, je ne sais pas, comme les Bucks ou même comme les Sixers. Je crois que là, je les ai tous faits, hein. Mais je pense vraiment que cet effectif, s'ils arrivent à sortir de l'Ouest, pourrait être vraiment un danger énorme pour les équipes qui pourraient affronter en finale NBA. Et bien sûr, Marc Daigneault, qui a montré maintenant qu'il est l'un des meilleurs coachs de la ligue, en tout cas l'un des meilleurs coachs des 2 dernières années, et qui a créé un système de jeu où chaque joueur peut poser la balle, chaque joueur est assez intelligent pour prendre des décisions, chaque joueur a un profil tellement particulier aussi, entre Jalen Williams, entre Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, etc. Et évidemment, Luguentz-Dort, qui lui aussi ne sort de nulle part, entre guillemets. Ces joueurs ont tellement des profils particuliers d'histoire, de profil de jeu, de caractère. Pour moi, Pour moi, il faut y aller cette année, et je serais très déçu que cet effectif ne soit pas dans le top 3 à l'Ouest déjà, mais que cet effectif ne fasse pas au minimum des finales de conférence. Bref, voilà. Je vais vous résumer ça assez rapidement pour ceux qui m'écoutent en podcast, pour que vous ayez les idées fraîches sur qui est à quelle place. Mais du coup, nous avons en première place Oklahoma City. En deuxième, on a les Mavericks, les Nuggets en 3, les Timberwolves en 4, les Rockets en 5, les Grizzlies en 6, en 7 nous avons les Suns, en 8 les Kings, les Pelicans en 9, les Lakers en 10, ensuite en sortie de play-in on a les Warriors en 11, les Clippers en 12, les Spurs en 13, en 14 nous avons le Jazz de Utah. Et enfin, en dernière position, mes chers Blazers qui vont tanker comme des porcs. Enfin bref, je sais plus si je vous ai dit aussi, évidemment, Oklahoma, qui sont premiers de l'Ouest, sont à 59 victoires pour 23 défaites. Pour moi, ce seront donc l'équipe avec le plus de victoires de la saison. Ils auront l'avantage du terrain jusqu'à la fin, devant même les Celtics que j'avais mis à 57 victoires pour 25 défaites. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce n'était pas trop long non plus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi votre classement à vous, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis à la prochaine.